Bonsoir à tous, merci d'être là. Ça fait toujours vraiment plaisir de voir que les événements Salon Double fonctionnent, hein. La salle est pleine à chaque fois, ça fait chaud au cœur, donc merci d'être là. Avant de passer la parole à Jean-François Chassé, je voudrais juste vous dire quelques mots. Vous savez, Salon Double, ce n'est pas seulement des conférences, hein, c'est d'abord et avant tout un site internet où est-ce qu'on publie des lectures sur la littérature contemporaine. Donc, vous êtes tous invités à participer au site, hein, c'est un projet collaboratif. Donc, je vous inviterai simplement à aller visiter le site internet si vous voulez en savoir davantage. Maintenant, aujourd'hui, on a le plaisir, hein, la chance, le privilège d'avoir avec nous Jean-François Chassé. Jean-François Chassé est professeur au département d'études littéraires à l'UQAM. C'est aussi un écrivain. Il a publié en 2010 un roman chez Boréal intitulé « Sous pression ». Je vous le suggère fortement. Et aujourd'hui, il va nous parler des représentations du totalitarisme en littérature. Alors, sans plus attendre, je lui cède la parole. C'est déjà à moi. C'est déjà à moi. D'accord, je vais commencer. D'abord, vous m'entendez? Ça va, le son? Écoutez, je vais commencer cette lecture d'un livre assez étrange du philosophe Bruce Bégou qui s'intitule « Le Parc » par 3 citations. La première d'Oscar Wilde. L'illusion est le premier de tous les plaisirs. La deuxième de James Graham Ballard dans Super Cannes. Les Adolf Hitler et les Pol Pot de l'avenir ne sortiront plus pas des déserts, mais des centres commerciaux et des grands parcs d'activités. Et la troisième est une traduction d'un quatrain de la chanson Holiday in the Sun des Sex Pistols. Je ne veux pas de vacances au soleil, je veux me rendre au nouveau Bergen-Belsen, je veux voir de l'histoire parce que j'ai quelques économies. Alors, j'ai beau avoir bloqué depuis longtemps à 27 ans, depuis la semaine dernière, j'en ai quand même 52, ce qui fait que je vais mettre des lunettes. Alors, comme l'histoire... comme le titre le laisse deviner, ce roman de Bruce Bégou, c'est l'histoire d'un parc, mais un parc très particulier. Et je voudrais d'abord mettre les choses en contexte socialement et littéralement avant d'entrer dans le vif du sujet. Bon, la chute du mur de Berlin a eu lieu il y a un peu plus de 20 ans et a conduit un certain nombre de librius à nous annoncer la fin des idéologies. J'y reviendrai. Il y a même un livre célèbre qui a été publié en 1992 qui annonçait la fin de l'histoire. C'était tellement la fin de l'histoire que l'auteur Francis Fukuyama, déjà à l'époque, appelait au renversement de Saddam Hussein. Comme quoi l'histoire, manifestement, n'était pas complètement terminée. Disons qu'on a eu, depuis une vingtaine d'années, un déplacement des idéologies avec des atours souvent plus pervers. Et on pourrait même dire que l'intérêt, si je peux utiliser cette expression, l'intérêt de certaines formes les plus marquées idéologiquement aujourd'hui dans les sociétés occidentales consiste à se présenter comme étant neutre. Alors, par exemple, le néolibéralisme se présente rarement comme une idéologie. Hein. L'idéologie, c'est toujours les autres. Le néolibéralisme, lui, c'est comme les feuilles. À l'automne, ça tombe des arbres, et puis c'est quelque chose de tout à fait naturel. Idem de la communication, sur laquelle je reviendrai, qui se présente rarement comme une idéologie ou même comme une utopie. La communication serait tout à fait transparente. Et même chose pour le consumérisme qui n'est pas idéologique, mais qui s'exprime dans la joie du toc scintillant, des grands centres commerciaux et des parcs d'attractions. Alors, centres commerciaux et parcs d'attractions, je les mets ensemble. Je vais essayer de démontrer ce qu'ils peuvent avoir de commun. J'ajoute que la force et la violence du pouvoir, de tous les pouvoirs, s'expriment souvent par l'affirmation « on connaît la solution, c'est ça, il n'y en a pas d'autre ». Et à partir de là, si on lève la main pour dire « pourrait-on argumenter ?», on se fait regarder comme le crétin de service. Bon. Puisque la violence et le pouvoir se revient souvent au gros bon sens, qui est, comme vous savez, généralement tout sauf sensé. Alors, tout ça pour nous mettre dans l'ambiance du parc, un livre qui, de manière intéressante, n'est pas déterminé d'un point de vue générique. On ne retrouve pas du tout le mot roman sur ce livre. C'est d'autant plus intéressant que, sauf erreur, c'est le premier texte de fiction de Bruce Bégou, qui a une formation de philosophe, qui est un spécialiste de la phénoménologie et de Husserl en particulier. La citation, l'exergue du livre d'ailleurs, est bel et bien de Husserl.
Et Bégou s'intéresse au monde urbain, aux lieux communs, au quotidien. Et on pourrait dire que ce roman, d'une certaine façon, si vous me permettez d'utiliser le mot de roman, est une extraordinaire anamorphose de ses principaux champs d'intérêt. Alors, le mot roman est écrit de nulle part. On pourrait le voir, on pourrait lire ce livre-là comme une sorte d'enquête anthropologique imaginaire, une étude sociologique d'un monde uchronique qui ressemblerait beaucoup au nôtre. Et on pourrait dire aussi, sans entrer pour le moment dans les détails, sans s'arrêter aux différences, que ce livre participe aussi d'un ensemble de textes relativement récents, très récents dans certains cas. Je dirais que depuis quelques années, il y a quand même pas mal de fiction qui présente le parc d'attractions, diverses représentations du parc d'attractions dans la littérature comme une forme de métonymie de la société occidentale aujourd'hui. En la présentant de façon cauchemardesque ou burlesque. Entre le parc d'attractions et le centre commercial, d'ailleurs, il y a une sorte de vase communicant, hein, par exemple, Disney World, que Pascal Bruckner a appelé le Babylone du sirupeux, existe d'abord pour créer des consommateurs. Je vous cite à ce propos la sociologue américaine Dina Michelle Huntington, que je traduis, qui écrit ceci. Alors, qu'est-ce qui incite tant les gens à visiter Anaheim et Orlando? Recherche-t-il ce renforcement actif des valeurs culturelles des États-Unis, celles des idéologies dominantes? Les paysages imaginaires créés par Disney sont semblables à ces aires commerciales de centre-ville, telles le Faneuil Hall de Boston ou le Inner Harbor de Baltimore, elles aussi basées sur une mémoire collective manipulée et sur la consommation. Ces paysages sont des monuments érigés aux idéaux américains ainsi qu'une nostalgie du bon vieux temps. Alors, il y a entre le parc et le centre commercial sa variante la plus explicitement consumériste. Il y a une sorte de jeu de société orienté, disons. Alors, il y a plusieurs fictions qui, depuis 2 ou 3 décennies, s'amusent à utiliser cette figure, cette représentation du parc ou du centre commercial. Bon, on peut remonter jusqu'en 72. C'est peut-être l'ancêtre le plus ancien auquel je pense, le livre de Hunter Thompson, au titre long et en même temps explicite, Fear and Loathing in Las Vegas, A Savage Journey to the Heart of the American Dream, où il utilise une phrase assez prophétique, en tout cas quand on pense au parc. Il parle des casinos de Las Vegas et il écrit « Voilà comment les nazis s'amuseraient de nos jours s'ils avaient gagné la guerre ». On peut penser aussi à des livres comme W ou Souvenirs d'enfance de Pérec, où le parc sportif devient en fait un parc concentrationnaire, ou à des ouvrages plus récents comme certains romans de... c'est pas moi j'ai rien fait. J'ai parlé d'un ton tout à fait régulier. Comme par exemple, c'est peut-être Ballard lui-même. Certains textes récents de Ballard comme Super Can ou Que notre règne arrive, ou encore une longue nouvelle comme celle de George Saunders qui s'intitule Civil Warland in Bad Decline. Alors, il y a beaucoup d'étudiants ici. Il me semble qu'il y a un créneau à fouiller de ce côté-là si vous cherchez un sujet de mémoire ou de thèse. Comment on pervertit aujourd'hui le centre commercial ou le parc d'attractions dans la littérature. Bon, alors, tout ça pour dire que le parc de Bégou ne serait pas un ovni, mais en fait se situerait dans une filiation qui existe depuis quelques années. Je pourrais dire les choses autrement aussi. On pourrait voir le divertissement totalitaire, je mets l'expression entre guillemets parce que, bon, il y a totalitarisme et totalitarisme. On pourrait le voir, pour jouer sur l'hyperbole de ces romans-là, parce que, je fais une parenthèse pour dire que le centre commercial est aussi une forme de divertissement. Hein. Je ne sais pas si vous avez suivi, moi je l'ai fait avec un plaisir fou, toutes les publicités qui ont entouré l'ouverture du centre ultra kitsch 10-30 à Brossard, qui était présenté comme un événement culturel. On avait l'impression que c'était la réouverture du Modern Art à New York après les rénovations. C'était quelque chose d'absolument extraordinaire. Bon, alors donc, on pourrait voir aussi la représentation du centre commercial ou du parc dans certaines fictions comme un clin d'œil, comme l'avatar final de la société du spectacle. Et je le mentionne parce qu'il y a bel et bien un clin d'œil à Debord, une référence explicite au situationnisme dans le livre de Bégou.
Je vais vous le citer. En fait, c'est tiré des propos d'un architecte sur lequel je reviendrai. En fait, c'est extrait d'un livre qu'il avait en préparation avec un titre qui laisse songeur. Ce livre s'intitule « Introduction à la neuroarchitecture ». Et l'extrait, donc, est le suivant. Je recommence à avoir 52 ans. Il faut aller beaucoup plus loin que la simple stimulation de la vie psychologique, de l'association des idées, du courant de conscience, des affinités affectives. Cette époque est révolue définitivement. C'était celle des flâneurs métaphysiques qui a pris fin avec les dériveurs situationnistes, ces ultimes représentants de l'âge spirituel. Nous devons à présent envisager de manière beaucoup plus matérialiste et moins symbolique de véritables excursions neuro-urbaines. Alors, c'est un rapprochement qui ne manque pas d'intérêt, d'autant plus, comme vous le savez, que les situationnistes sont beaucoup intéressés à l'architecture urbaine. Hein. Je renvoie notamment au livre d'Henri Lefebvre, Le droit à la ville, et puis les 3 tomes de critique de la vie quotidienne que Bégou connaît certainement. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement que ce parc qui est présenté dans ce livre et qui en fait occupe l'ensemble de cette narration? Bon, c'est un centre de loisirs qui a germé dans la tête d'un oligarche russe du nom de Kalt, avec un K comme le parc, hein, grand P, grand K à la fin. Et je vous situe ce sympathique personnage. Kalt, son propriétaire russe, le propriétaire russe du parc, a fait fortune dans l'industrie de l'armement et du divertissement, secteurs économiques qui, en dépit de leur apparente hétérogénéité, ne sont pas si étrangers l'un à l'autre, eu égard aux techniques de vente et aux stratégies de distribution qu'ils impliquent. Il s'est fait un nom il y a quelques années lorsqu'il a ouvert dans la banlieue nord de Moscou, entre un échangeur autoroutier tentaculaire et une immense ferraille tenue par des Kazakhs taciturnes, le premier parc de loisirs consacré au travail en usine. Parc de loisirs consacré au travail en usine, ça m'a tout de suite fait penser au Arbat Markfrei, le travail rang libre qu'on trouvait à l'entrée des camps de concentration. Alors, on se situe dans un univers, dans une esthétique postmoderne qui est propre au parc, qui utilise des éléments d'analyse de style variés appliqués à des formes actuelles. Et bon, bien sûr, je rappelle que la postmodernité s'est fait entendre d'abord en architecture à la fin des années 50. Et d'une certaine façon, dans ce livre, c'est bien d'abord d'architecture qu'il est question. Alors, ce parc, il se trouve sur une île privée de 624 km² au large de Bornéo. On y accède par bateau des ports de Malaisie ou par avion de n'importe où. L'accès au parc est très restreint et il n'y a que 100 visiteurs par jour qui peuvent y accéder, toujours par groupe de 5. Mais il y a aussi beaucoup de figurants qui jouent les touristes. Parfois, on ne sait plus où sont les vrais et les faux touristes, où sont aussi les victimes, les prisonniers et les visiteurs, parce qu'il y a dans ce parc beaucoup de campements de prisonniers harassés par le travail, comme on peut lire. Donc la frontière entre la fiction et la réalité n'est pas évidente. La frontière aussi entre le jeu et la souffrance est toujours brouillée. Alors ce parc, c'est pas n'importe quel parc. Il a coûté 4 milliards de dollars. Chaque visiteur dépense en moyenne 25 000 dollars dans la journée, 15 000 dollars uniquement pour l'entrée. Et il y a 175 000 employés, ce qui en fait quand même pas mal pour 100 visiteurs par jour. Alors, c'est un gigantisme qui se répercute dans la taille du parc d'attractions, qui semble parfois s'étendre à l'île entière. En fait, on ne sait pas toujours où est la démarcation entre le parc lui-même et l'île sur laquelle le parc se trouve. Alors, citation encore. « Il est très difficile d'avoir une vue d'ensemble du parc. Aucune carte n'est fournie à l'entrée, ni aucun plan du site affiché sur un panneau. Il existe bien des pancartes d'orientation à l'intérieur du parc, mais celles-ci signalent toujours la direction d'un lieu précis, sans le situer dans un espace plus vaste avec lequel il entretiendrait des liens clairs, comme la partie reconnaissable d'un tout. » Alors, c'est un lieu qui est pour une large part un non-lieu. D'ailleurs, il y a un bel oxymore qu'il présente, je vous cite, « En permanence, le parc évolue, se modifie, se renouvelle. C'est une sorte de ville nomade et plastique qui se reconfigure selon les mobilités de ses habitants. » Alors, ville nomade, c'est quand même assez intéressant. On écrit même qu'il y a des difficultés à connaître vraiment les éléments de ce parc d'attractions qu'il compose parce qu'ils sont trop variés, trop changeantes, et puis on ne parvient pas à avoir une vue d'ensemble. Alors, ce parc, c'est comme s'il était organique, c'est comme un corps,
En tout cas, c'est quelque chose de systémique. Et la métaphore du corps est même directement employée. Je cite encore, « Les néons retournent la peau de la ville et l'exposent au dehors, dévoilant le mécanisme artificiel qui lui donne vie. On dirait les veines étincelantes d'un corps gigantesque dans lequel on aurait introduit un fluide phosphorescent. » Donc, vous voyez que le parc ici devient une ville qui est elle-même un corps. D'ailleurs, à un certain moment dans le roman, il y a un personnage qui est perdu dans le parc. En fait, il ne sait plus si dans le parc ou à l'extérieur du parc. Bon. Et c'est écrit qu'il commençait à désespérer. Les lieux se succédaient sans fin, comme dans un jeu vidéo, ce qui ajoute encore davantage à l'absence de l'aspect un peu irréel de l'endroit. Alors, ça va très loin parce qu'on va jusqu'à dire, à propos de ce parc, qu'une nouvelle topographie se dévoile, un nouveau continent apparaît où le dedans et le dehors échangent leur place dans une synchronisation corticale inouïe. Pourtant, d'un certain point de vue, c'est un vrai parc d'attractions. Il y a même une boutique cadeau à la sortie où vous pouvez acheter des trucs vraiment dégueulasses. J'insiste sur un truc, c'est que le parc, c'est pas seulement un espace physique, aussi complexe soit-il à déterminer, c'est aussi un espace mental. Et on passe continuellement d'une lecture, je dirais, interne à une lecture externe. Donc, il faut garder en tête cette idée que le parc, en fait, il est partout. Il est dedans et dehors. On ne voit pas nécessairement ses limites physiques, mais il est aussi externe et interne. C'est à la fois un espace externe, c'est surtout un espace mental. Alors, au départ, le parc se présente comme un modèle universel de tous les parcs d'attractions. Hein. C'est le parc de tous les parcs, la synthèse ultime qui rend tous les autres obsolètes, le concept universel, l'invariant formel. Tout de ce qui peut caractériser en général un parc se retrouve dans le parc, mais sous une forme inédite et quelque peu fantastique. Alors là, mesdames et messieurs, ce qu'on appelle une grosse litote, pour ne pas dire un euphémisme majeur. En même temps qu'il ressemble à tous les parcs, il est d'une singularité absolue. Donc, il est l'un et l'autre à la fois. C'est encore, loin de la foire populaire, il se pose comme un produit d'élite, une œuvre d'avant-garde, âpre et difficile, qui ne peut être appréciée que par des connaisseurs triés sur le volet. Il s'agit là d'une nouvelle espèce de parc, plus spécialisée, plus ardue, plus sélective. Donc, il est comme tous les autres, et puis en même temps, il est complètement différent. Vous noterez ici cette notion d'avant-garde qui est assez amusante pour un lieu qui, par bien des aspects, ressemble à un camp de concentration, puisque, bon, je vous rappelle qu'en 1937, les nazis avaient organisé une grande exposition de l'art d'avant-garde, qui est en fait l'art décadent et qui servait à montrer qu'est-ce que c'était que la décadence de l'Occident. Donc, le rapprochement est assez ironique. Alors, il y a beaucoup de contradictions à ce parc. Et, bon, une de ces contradictions, c'est que c'est un espace sans frontières. On ne voit pas les limites du parc par rapport à l'île. Et en même temps, c'est le lieu de tous les enfermements. Hein? C'est un lieu d'enclavement humain. La plupart des attractions sont des productions macabres, fantasmatiques, de ce que le parc traditionnel cherche à être au fond. Alors, je cite encore, « Chacun dans son domaine propre a en effet renouvelé l'idée d'enclavement... » Alors, il est question des attractions à l'intérieur du parc. « Chacun dans son domaine propre a en effet renouvelé l'idée d'enclavement en l'adaptant aux besoins nouveaux de la modernité, spectacle et surveillance, distraction et ordre. Grâce à eux, le parc classique est devenu camp, réserve, foire, ghetto. Il a élevé son niveau, approfondi son être, ouvert des horizons, tout en restant cette enceinte spéciale à laquelle, depuis toujours, l'humanité confie son sort. » Alors, quand réserve, foire, ghetto, on trouve tout ça dans le parc, effectivement, où l'abominable est allègrement revendiqué. Alors, le parc, c'est à la fois décor et envers du décor du parc traditionnel. Ça intègre toutes les formes d'enfermement et de peur produites par le 20e siècle, mais sous la forme d'un divertissement. On se trouve sur une île. Il ne faut pas s'en étonner puisque c'est le lieu par excellence de l'utopie ou de la dystopie. Hein. C'est hors du monde, hors des aléas de l'histoire. Ce que le narrateur, d'ailleurs, va avouer, présenter candidement. Il faut dire que la situation géographique de l'île sollicite l'esprit en quête de vérité.
Son isolement et sa séparation offrent à l'image d'un cloître érémitique des conditions propices à la pure exploration mentale. Il n'est donc pas étonnant que les penseurs de l'utopie aient très souvent situé le résultat de leur élucubration sur cette portion de terre isolée, à l'écart des continents et des hommes. Alors, il y a déjà l'explication de la chose, et je dirais que c'est une des étranges particularités de cette narration, d'inclure à mesure les critiques ou les interprétations qu'on pourrait faire du parc. Si, par exemple, dans W ou les souvenirs d'enfance, on apprend seulement très progressivement et même parfois seulement à la toute fin qu'on se trouve dans un univers concentrationnaire, dans le parc, dès le départ, il y a des références évidentes aux camps de concentration qui sont même très explicitées dans le texte. Par exemple, il y a un fragment du texte où on nous présente des extraits de journaux à travers le monde qui parlent du parc. Et dans un journal russe, vous avez l'extrait suivant. La question ultime posée par le parc est « Comment peut-on s'amuser après Auschwitz ?» Sa réponse « On peut s'amuser d'après Auschwitz ». Ce qui est évidemment une allusion directe à la formule d'Adorno sur la poésie après Auschwitz, mais qui est aussi évidemment un parallèle évident avec les camps. Alors, c'est un effet étonnant de ce livre dont je voudrais parler. D'un certain point de vue, tout est frontal. Tout nous est dit, tout nous est expliqué. Et de l'autre, on est toujours dans l'ordre de l'esquive. Alors, je vais développer un peu cette idée-là, c'est que d'un certain point de vue, tout est frontal parce que, d'une certaine manière, l'interprétation de surface la plus évidente, c'est-à-dire on est dans une sorte de parc d'attractions qui reproduit les camps nazis, les totalitarismes, le sadisme, les goulags soviétiques. Non seulement c'est évident, mais c'est même très, très clairement revendiqué, ou en tout cas, il y a une filiation qui est très clairement avouée, ne serait-ce que par la négative. C'est encore un extrait. L'histoire est pleine de cauchemars. Il n'est pas nécessaire de faire appel à ceux du passé pour comprendre ceux du présent. Nous savons tous ce qui s'est produit sous le Troisième Reich et nul n'est besoin de revenir sur ces faits avérés, si ce n'est pour prévenir leur possible retour. Notre système de vie actuel possède une manière bien à lui d'exploiter la misère et la souffrance sans qu'il soit nécessaire d'en faire l'héritier direct des funestes prédécesseurs. On ne gagne rien à comparer le parc, dont nous sommes loin d'approuver, soit dit en passant, toutes les méthodes, aux anciens régimes de terreur. Alors, ça donne rien de le faire, mais évidemment, en disant que c'est pas nécessaire de le faire, on le fait quand même. C'est-à-dire qu'on situe le parc dans une filiation. On peut se demander d'ailleurs si le passage au début de ce que je viens de citer n'est pas une allusion à Joyce. Hein? C'est une phrase quand même assez célèbre où Stephen Dedalus dit « L'histoire est un cauchemar dont je me tente de m'éveiller ». Et ici, justement, on ne sait pas toujours si on est dans le rêve, la réalité, dans un jeu vidéo ou ailleurs. Et on pourrait même dire que ce livre, indirectement, que tout ce livre, c'est un rappel du fait que le mot fascisme et le mot fascination ont la même racine latine, qui est fascinum, qui est, soit dit en passant, aussi la racine de phallus. Qu'est-ce qu'on s'amuse, quand même. Bon. Alors, autre passage bref que je vous lis. « Rien n'excite qui ne pique. Le merveilleux et l'horrible, le ludique et le pathétique, tout ce qui suscite des émotions fortes, qu'elles soient plaisantes ou non, telle est l'offre spectaculaire du parc. » Donc, autrement dit, le mal est toujours fascinant et nous sommes en plein là-dedans. Alors donc, d'un certain point de vue, il y a une interprétation frontale à faire. Il y a une référence assez claire au camp de concentration, au totalitarisme. Et en même temps, je parle d'un art de l'esquive parce que il y a quand même une organisation qui va complètement contredire l'organisation méthodique, clairement hiérarchisée, l'organisation pyramidale d'une structure comme celle qui avait été mise en place par les nazis, ou comme j'imagine dans la plupart des systèmes totalitaires, c'est pas vraiment ma spécialité. Il y a dans le roman des références à l'histoire, mais qui sont souvent présentées pour mieux les annihiler ou les étouffer. Alors, par exemple, dans le parc, qui est vraiment hors du temps, hors de l'histoire, il n'y a pas de grandes traditions sur lesquelles on s'appuie, hein, comme Rome chez les fascistes, comme les grands mythes
germanique chez les nazis, qu'on retrouvait aussi bien chez un compositeur comme Wagner que chez un poète comme Stéphane Georges ou l'ensemble des membres du cercle Georges Kreis. Alors, il y a esquive dans la mesure où il y a l'expression ici explicite tout au long du livre d'une très très grande confusion. On est dans un chaos permanent qui s'exprime notamment dans des listes qui sont totalement anarchiques. Il y a aussi, j'en ai mentionné un exemple tantôt, mais il y a aussi tout au long du livre une figure qui revient très souvent, qui est une figure de rhétorique, qui est l'oxymore, comme par exemple dans Le caractère enchanteur de la barbarie. L'oxymore qui est une figure rhétorique, un signe textuel intéressant de ce point de vue-là, puisque ça renvoie à la polysémie de la fiction. Hein. L'oxymore entretient toujours plusieurs discours à la fois sans les réduire à une seule instance et d'une certaine façon, en tout cas, rend moins évident une lecture de premier niveau. C'est-à-dire l'oxymore en soi est une contradiction. Alors, je voudrais vous donner quelques exemples de ces métamorphoses dans le livre du goulag classique, si vous me passez l'expression. D'abord, explicitement, on explique que le parc naît sur et dans la confusion. Son originalité tient à la confusion en un seul et même lieu des différentes espèces d'enclavement humain, au jeu subtil des métissages sauvages, des collages surréalistes, des accouplements monstrueux, des rapprochements inédits, parfois géniaux, parfois saugrenus, toujours provoquants. C'est qu'ici, toutes les fonctions distinctives des parcs sont entièrement entremêlées. Protéger, isoler, enfermer, divertir, étudier, domestiquer, classer, regrouper, exterminer. Donc, il n'y a pas un thème particulier au parc, il n'y a pas une organisation au parc, il n'y a pas une structure. Tout est mêlé dans ce parc qui est d'ailleurs présenté comme un chaos sensoriel. Il s'agit clairement de mettre ensemble ce qui ne va pas ensemble. Le parc associe ainsi, en une totalité neuve, une réserve animale à un parc d'attractions, un camp de concentration à une technopole, une foire au plaisir à un cantonnement de réfugiés, un cimetière à un kindergarten, un jardin zoologique à une maison de retraite, un arborétum à une prison. Alors, même les employés qui sont très nombreux, comme je vous disais, 175 000, c'est quand même pas mal, sont présentés, leurs spécialités sont présentées en dehors de toute forme de hiérarchie de travail, mais vraiment comme une masse confuse, comme s'ils formaient une sorte de ribambelle improbable, un mélange de tous les métiers de façon très chaotique. Alors, autre passage, donc il est question des gens qui travaillent au parc. Ce sont tous des experts dans leur domaine, surdiplômés, asthmatiques, cinéphiles, bourrés d'expérience et de complexes. Parmi cette masse hétérogène, on trouve des urbanistes, des ingénieurs, des chercheurs en botanique, des neurobiologistes, des magiciens, des DJ, des spécialistes des effets spéciaux, des ethnologues, des vétérinaires, des publicitaires, des herpétologistes, des conseillers militaires, des graphistes, des informaticiens, des juristes, des taxidermistes, des futurologues, des dompteurs, des archivistes, des masseurs, des météorologistes, des webmestres, des psychiatres. Alors, c'est indiqué, ceci dit, qu'ils forment une sorte de secte soudée et docile, et qui aurait une hiérarchie, mais on ne voit jamais le commencement ou la fin de cette hiérarchie. Et le narrateur le dit explicitement, « La visite du parc ne laisse jamais entrevoir le moindre ordre sensé qui se dessinerait dans cette succession d'attractions délirantes et violentes. Au contraire, une sensation de dérèglement total nous envahit. » J'oserais dire au sens rimbaldien, dérèglement de tous les sens, dans la mesure où on parle bien d'un chaos sensoriel. Alors, on pourrait donner bien d'autres exemples, bon, je ne vais pas les multiplier, de cette confusion, de ce mélange en tout genre qui va tout à fait à l'encontre de l'organisation méthodique des systèmes totalitaires. Je voudrais donner un exemple d'une attraction assez amusante. Qui est tout à fait postmoderne parce qu'elle allie la nature et la culture. Alors, c'est une attraction où on se retrouve dans une jungle, une vraie jungle tout à fait moite, et en même temps, on est dans un bureau ultramoderne avec des ordinateurs dernier cri, etc., et des gens toute la semaine dans la cage travaillent à leur ordinateur. Mais comme c'est en même temps une jungle moite, il y a plein de serpents venimeux. Et régulièrement, 2, 3, 4 fois par semaine, une des personnes qui travaille est tuée par un des serpents venimeux et les spectateurs peuvent regarder la personne crever, agoniser, pendant que les autres trouvent des moyens, évidemment, de se protéger parce que le jeu, c'est de faire en sorte que les employés de ce bureau high-tech ne soient pas mordus par les serpents. Alors,
Le mélange est tel, en fait, que c'est écrit explicitement dans le texte qu'il s'agit, le parc est un mélange de Disneyland et de Treblinka, ce qui finalement n'est pas un mélange et va peut-être assez bien ensemble. Ce qui est terrible, c'est qu'on ne peut pas échapper au parc. Quand on l'a visité, soit on est émerveillé ou dégoûté, mais ces effets perturbateurs durent très très longtemps. Et il y a même des gens qui veulent rester dans le parc. Alors, des visiteurs qui insistent pour y demeurer. Et c'est interdit. Alors, on dit, mais on est toujours dans la rumeur, il n'y a jamais rien de très précis, on dit que beaucoup de visiteurs, en fait, s'enfuient, restent sur le parc ou dans l'île qui entoure le parc, ce qui fait que, encore une fois, et d'autant plus, entre les employés, les visiteurs, les figurants, les anciens visiteurs qui se cachent, c'est pas toujours possible de démêler qui est qui exactement. Et cette confusion des rôles est d'autant plus intéressante qu'en fait, s'il est question de beaucoup de monde, on croise finalement assez peu de personnages dans le parc. On voit assez peu d'individus précis. Je vous les présente parce qu'ils sont vraiment pas nombreux et ils sont assez intéressants. Il y a le narrateur d'abord, dont on comprend à la fin que c'est un visiteur. Il a visité 2 fois le parc, donc ce « nous » qu'on entend depuis le début est celui d'un visiteur, qui dit d'ailleurs lui-même explicitement qu'il en a assez et puis qu'il abandonne le nous de majesté pour le jeu vers la fin. Et en fait, tout au long du roman, il adopte un ton assez neutre pour parler du parc, un ton assez neutre qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs celui du post-humain à la fin des particules élémentaires, c'est-à-dire on a un peu le même effet rhétorique, on a une voix très neutre tout au long et c'est seulement à la fin qu'on apprend d'où vient cette parole, ce que ça signifie. Dans ce cas-ci, donc, il s'agit de quelqu'un qui est extérieur à cet univers, puisque c'est un visiteur. Dans un des fragments, on voit la seule expérience vécue de l'intérieur par quelqu'un qui travaille dans le parc. C'est un certain Lear, L-E-E-R, pas L-E-A-R, qui est diplômé en tourisme international et géopolitique des crises, ce qui est déjà en soi un métier assez intéressant, qui est engagé comme employé et lors d'une visite du parc avec d'autres employés, il s'égare et il raconte ses angoisses. Donc, pendant des jours et des jours, il est égaré dans le parc. En fait, des jours et des jours, on ne sait pas combien de temps ça dure. On est un peu hors du temps. Il voit des choses tout à fait hallucinantes. Bon, il a peur. À un moment donné, on a l'impression qu'il est dans un monde préhistorique. Et puis, il y a une fin très, très abrupte. Il s'endort. Et puis il se réveille d'un coup parce qu'il est récupéré par un instructeur qui vient de le brasser. Et le personnage se lève, Lear se lève en disant « Je suis prêt ». Et tout se termine comme ça d'un coup. Ce qui laisse à penser, c'est une des interprétations qu'on peut faire, que ou bien tout ça, il était dans un rêve, ou bien c'était une espèce d'initiation, il était suivi depuis le début. Ou bien le rapport au parc, en tout cas, apparaît très, très confus du point de vue de la réalité. On a l'impression qu'on est dans un état virtuel. Il y a 2 personnages aussi intéressants qui sont des espèces de mascottes du parc. D'abord, un type qui s'appelle Lev, L-E-V, qui à lui seul est une sorte de métonymie du parc parce que c'est un homme qui a plus d'une centaine d'années et qui a passé l'essentiel de sa vie, en fait presque toute sa vie, dans des prisons, des camps de concentration, des goulags. Il a visité toute l'Europe à travers ces prisons et ces camps de concentration. Et là, il a 109, 110 ans, et puis il est mis en liberté, puis il n'en peut plus. Je veux dire, il ne peut pas supporter une vie libre. Donc, il supplie au parc qu'on l'enferme, qu'on en fasse une attraction en soi. Et il ne demande rien en retour. En fait, je cite, il ne demande qu'une unique faveur, que l'on bouche toutes les fenêtres de la salle qu'il occupe, que l'on efface à jamais de ses yeux la vision horrible de ce ciel bleu, vide, sans fin. L'autre mascotte, c'est Lady W, qui à force d'obstination, a obtenu le droit de vivre au parc. D'une certaine façon, c'est l'inverse de Lev. Elle se déplace où elle veut. Elle va partout. Elle s'est fait construire à ses frais un manoir Tudor monumental. La rumeur veut qu'elle aurait versé une somme astronomique pour rester autant qu'elle veut dans le parc. Alors, c'est un peu l'inverse de Lev. Elle est libre et en même temps, c'est un peu son complément parce que Lady W est comme Lev, une sorte de figure masochiste assez intéressante.
Alors, elle se promène dans le parc et pour elle, la meilleure manière de sentir une chose consiste à en souffrir. Elle ne fait donc de mal à personne, si ce n'est à elle-même, ce à quoi elle consent chaque jour, ne pouvant éprouver de plaisir que dans la souffrance infligée aux autres. Elle a dans l'idée que la douleur est le seul facteur de communion entre les hommes et donc le lien avec l'Ève est assez intéressant. Alors, ce sont deux personnages qui signalent à la fois l'étrange attraction du parc, puis aussi son ambiguïté fondamentale. Il y a Kalt, mais c'est bien dit que Kalt, l'oligarche russe qui a fourni l'argent pour ce parc, n'y va jamais. Il y a surtout un personnage sur lequel je vais m'étendre un petit peu plus, qui est le personnage le plus important, mais qui en même temps qui est très évanescent, qui s'appelle Liszt. Qui est un mystérieux architecte. Hein, on peut pas tellement s'empêcher de penser à Speer, le grand architecte du nazisme, qui est le véritable penseur du parc. Alors, si Kalt va jamais au parc, Liszt, lui, y vit à l'année. Hein. Le parc lui offre tout ce qui lui est nécessaire et si ce n'est pas tout à fait le cas, il lui suffit de le modifier dans le sens de ses attentes non satisfaites. Donc, il apparaît un peu comme une figure de Dieu plutôt maléfique à l'intérieur du parc. C'est un architecte, on pourrait presque le voir comme une figure du savant fou. En allemand, Licht veut dire lumière, puis on pourrait le voir comme une espèce d'illuminé lui-même. D'ailleurs, il y a une allusion, peut-être à l'architecte dans une phrase qui est à la toute fin, qui est la suivante. « Les ténèbres de notre âme ne sont que l'ombre portée de la lumière flamboyante du parc. » Cette lumière renvoie peut-être à Liszt lui-même. Alors, c'est une figure assez ombrageuse. J'ai dit que c'est une figure évanescente. Bon, c'est un personnage central, puis en même temps, c'est un personnage dont on sait à peu près rien. C'est un créateur solitaire et on ne sait rien de lui. À propos de Liszt, donc, les raconteurs vont bon train, mais brassent du vent. La vie de Liszt est aussi obscure et mystérieuse que ses conceptions architecturales. À part le cercle étroit des rares personnes qui sont en contact quotidien avec lui, son assistant Hund, son cuisinier, son majordome personnel et sa femme de ménage, donc c'est pas des gens très importants, personne ne peut l'approcher, encore moins le toucher ou lui parler. Liszt mène une vie ascétique, tout du moins solitaire et retiré. On ne sait rien de son passé, de sa formation, de sa carrière. Le dossier de presse mentionne simplement le fait que Liszt est né en Moldavie à la fin des années 60, dans un village au nom imprononçable, et qu'il a appris l'architecture par correspondance grâce à un programme de formation sud-africain. Alors, c'est pas une figure forte, c'est pas une figure porteuse d'un grand pouvoir sur le plan textuel. C'est même à se demander. Il est tellement évanescent que c'est à se demander s'il existe vraiment. Donc, il est peu présent. On ne voit pas vraiment de quelle manière il agit sur le parc. Il a l'air de penser le parc uniquement en fonction de lui-même. Et donc, on ne voit pas dans quelle mesure son pouvoir est réel sur le parc. Alors, il y a un des fragments du livre où on nous présente ce qui serait ou aurait été le grand œuvre de Liszt, qui est donc le manuscrit d'un ouvrage fondamental sur l'architecture, qui est Introduction à la neuroarchitecture, où il servirait de penser le parc vraiment comme un système. Bon, je vous en cite un petit passage. Le principe général de l'architecture neuronale consiste à agir par le biais de constructions sur les structures mentales du cerveau et partant sur tous les réseaux physiologiques. Il ne suffit pas de toucher les sens externes et de susciter des sentiments. Il faut agir de manière moins superficielle et atteindre le cœur du système vital. Alors, Liszt est à la recherche d'un mystérieux facteur E pour agir sur le cerveau des gens. Facteur E qui serait la synthèse des désirs chaotiques et contradictoires des individus. Cela dit, cette œuvre fondamentale, monumentale et fondamentale qui devrait faire de Liszt un personnage très, très important, tout ce qu'on a, c'est des fragments épars, désordonnés, qui donnent une impression très, très grande d'incohérence. Ce qu'on a de ce manuscrit, encore une fois, est très chaotique. C'est comme si le chaos du parc se reflétait dans la pensée de Liszt telle qu'on peut la lire à travers des extraits de ce manuscrit qui devait être monumental. Puis en fait, tout ce qu'on a, c'est 18 fragments qui forment un manuscrit, qui forment 11 pages dans le livre, donc c'est très peu. Pour filer la métaphore de l'architecture, on pourrait dire que tout ce qu'on a, ce sont des ruines.
Alors, le livre lui-même, c'est un chaos qui va dans tous les sens, un amas de fragments, à l'image de la pensée même de Licht telle qu'on la retrouve dans ce manuscrit, qui forme une espèce de mise en abîme. Alors, le parc, c'est un livre assez étrange, fragmenté, sans point d'ancrage apparent. Sinon, évidemment, le parc lui-même, mais au bout du compte, on en sait assez peu de choses. Hein? On ne parvient pas vraiment à saisir les limites de ce parc. Ces acteurs, vrais ou faux, on ne sait pas où ils sont, qui est qui. On sait finalement assez peu de choses des attractions, sinon qu'elles sont généralement épouvantables, mais on a assez peu de détails. Son créateur est évanescent et sa pensée est en lambeaux. Finalement, ce parc monstrueux, on n'en connaît pas grand-chose. Alors, c'est largement ouvert à l'interprétation. Et ce que je voudrais d'ici la fin, c'est de proposer quelques éléments de réflexion à partir du parc, sur le parc ou à partir du parc. Je dis qu'il est très ouvert à l'interprétation. Il y a évidemment une interprétation qui est assez évidente, tellement évidente qu'il me semble qu'elle cache quelque chose. C'est l'interprétation dont je parlais tantôt. Le parc serait, bien sûr, une représentation des camps nazis, des goulags soviétiques. Mais cette interprétation serait peut-être un peu l'ombre portée de la lumière flamboyante du parc qui masque le reste. Mais partons d'abord de cette interprétation en essayant de l'élargir un peu. Je vais paraphraser un sociologue, Stephen Mills, qui a écrit un article intitulé « Disney and the Production of Synthetic Worlds », article pas très gentil à l'égard des productions Disney, où il souligne que les parcs à thème sont une forme d'institution à cause de leur habileté à reproduire des formes culturelles sans être limité par le temps et l'espace. Et il dit par exemple qu'un parc à thème peut très bien recréer l'Amérique de 1776, un paysage futuriste, n'importe quoi d'autre. Et ils deviennent, ces parcs, importants parce qu'ils jouent un rôle dans la manière dont nous définissons la culture. Et il s'attaque à Disney comme modèle, justement, de parcs qui font la propagande des valeurs américaines les plus conservatrices, tout en remarquant que ces parcs prolifèrent aussi en Europe et au Japon et jouent très souvent un rôle de conservation, c'est-à-dire un rôle très conservateur sur le plan culturel. Évidemment, le parc, on peut le voir un peu de cette façon-là. Dans le parc, il est question beaucoup de parquage. Le parc, c'est une métaphore un peu cynique, je dirais, d'un ordre essentiel pour que l'humanité s'y retrouve, pour éviter que ça aille dans tous les sens, alors même que le parc lui-même est un gigantesque chaos. Le parquage, qu'on défend tellement dans le parquage est la solution pratique à la crainte paralysante de l'illimité. Parquer les hommes comme des bêtes, c'est avouer par là même le besoin urgent de l'autodomestication. En ce sens, le parc renverrait pas simplement au nazisme, mais à une certaine doxa sociale et à des valeurs très conservatrices. Mais même si on garde cette interprétation qui renverrait le parc à une métaphore du nazisme, on peut l'élargir à des phénomènes qui sont développés beaucoup avant le nazisme et qui, dans une certaine mesure, existent peut-être encore. C'est-à-dire, je parle du principe des zoos humains. Alors, le nazisme n'est pas né comme ça dans le vide. Hein. Vous savez peut-être que jusque dans les années 30 encore, en France, par exemple, il existait des zoos humains, c'est-à-dire que la grande bourgeoisie allait dans des parcs d'attractions, des zoos, où il y avait des nègres en pagne qui vivaient la vie qu'on vivait en Afrique chez les gens pas civilisés. Et puis, les gens se promenaient au milieu de tout ça, regardaient ça, trouvaient ça très intéressant. Et il y avait même des affiches, et je vous jure, j'invente pas ça, c'est documenté. Il y avait des affiches où on lisait « Défense de donner à manger aux indigènes, ils sont nourris ». Donc, ils étaient vraiment perçus comme des animaux. Et quand on regarde ça, on se dit que finalement, l'arrivée du nazisme n'est pas si étonnante. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de défendre le nazisme, mais je suis en train de dire qu'au fond, le nazisme est l'hyperbole monstrueuse d'une conception de l'autre qui existait pas mal partout. Alors évidemment, on peut se dire que ce genre de choses-là n'existe plus depuis longtemps, donc le parc reproduirait des choses du passé.
On peut se poser la question parce que si vous allez sur certains sites, et je me ferai un plaisir au besoin de vous donner les adresses, vous apprendrez qu'il y a des touristes qui s'éclatent en visitant Tchernobyl, des Israéliens qui s'adonnent au tourisme catastrophe à Gaza, ou des gens qui visitent en groupe les ruines irakiennes. Je rappelle aussi qu'il y a bien sûr la situation de ces, est-ce qu'il faut dire parcs, situation délicate des anciens camps. Auschwitz, qu'on visite beaucoup, bon, devoir de mémoire, je veux bien, mais est-ce que tous les gens qui y vont pour un devoir de mémoire? Et s'il n'y a pas une part de voyeurisme d'un autre ordre là-dedans? Enfin, il me semble qu'on peut poser la question. Tout ça pour dire qu'il existe aussi une forme de tourisme concentrationnaire contemporain dont le parc serait l'hyperbole ou l'anamorphose. Ça, c'est une interprétation possible de ce qu'on peut dire du parc. De manière plus soft, évidemment, on peut donner une autre interprétation qui serait de dire que la frontière dans le parc entre les prisonniers et les gens qui sont libres est très mince. On ne sait pas qui est libre exactement, qui est prisonnier. On ne sait pas toujours. On peut dire la même chose de la société consumériste du spectacle. Le parc d'attractions, le centre commercial, serait devenu la plus tangible manifestation de la société du spectacle où tout sert à donner du rêve et de la mauvaise fiction. Je rappelle une phrase qui est attribuée à Licht dans le roman qui dit « Seule la plus extrême vérité possède le pouvoir déréalisant de la fiction ». Et ça me semble assez intéressant. Le parc, c'est une ville, c'est un monde en soi. Alors, Bégout, comme Ballard, comme Saunders, comme Pérec, montrerait, on est dans l'ordre d'interprétation, l'agora, la cité, au mieux ramenée à des formes vides servant à un consumérisme et non à la pensée. Dans le pire des cas, un système à broyer les gens, l'un n'empêchant, bien sûr, pas l'autre. Mais je pense qu'on peut aussi aller peut-être plus loin et voir dans ce livre une lecture, c'est peut-être mon interprétation la plus osée, une lecture de la société de communication postmoderne, post-industrielle, la société virtuelle qui est la nôtre, ce que Philippe Breton nommait déjà au début des années 90, c'est le titre d'un de ses livres, l'utopie de la communication. Déjà en 1950, avec l'intelligence aiguë qu'il avait, Théodore Adorno, en répondant au livre de Sartre, Qu'est-ce que la littérature, avec un long texte qui s'intitulait Engagement, critiquait ce qu'il considérait comme le simplisme de la position sartrienne, en prenant d'ailleurs comme exemple, ce qui était assez pervers, comme exemple de mauvaise littérature engagée, une des pièces de Sartre, Les Mains sales, en disant que le problème avec Les Mains sales, c'est que les décisions politiques étaient entre les mains d'individus qui ont le pouvoir. Mais aujourd'hui, écrivait-il, bon, en 1950, c'est quand même pas mal, Adorno écrivait « Aujourd'hui, le pouvoir est dans des machines anonymes et c'est bien ça le plus angoissant. » Dans la pièce de Sartre, on peut encore s'identifier avec des personnages, voir où sont les bons, les méchants, bon, alors que dans la réalité, le pouvoir est beaucoup plus difficile à identifier et on entre dans un monde et un mode paranoïaque. Et en ce sens, Adorno ajoutait « L'engagement politique au sens sartrien conduit à sous-estimer la réalité politique, ce qui en diminue autant l'efficacité. » Alors, le parc, de ce point de vue-là, serait une métaphorisation d'une société de communication, la nôtre, qui serait l'envers noir produit d'une société qui se veut, d'une société de la communication qui se veut transparente, qui se veut rationnelle, qui laisse croire que tout le monde peut un peu naïvement avoir accès à toute l'information de toutes les façons. Je vais rappeler très brièvement que l'histoire du développement de l'informatique à la fin des années 40, des années 50 est très intéressante. Le mathématicien Norbert Wiener, qui est largement à la naissance de la cybernétique et qui a vu la société comme une métaphore de la cybernétique, pour lui, il y avait dans le développement potentiel des réseaux permis par les ordinateurs un combat très, très clairement politique. C'est-à-dire que pour lui, il pensait la société des réseaux en fonction de ce qui s'était passé pendant la Deuxième Guerre. Et pour Wiener, si les camps de concentration
avait pu exister, c'est parce que l'information n'avait pas pu circuler suffisamment. Et son idée, c'était de faire en sorte que, de créer, à travers les machines informatiques, de faire en sorte que le maximum d'individus puissent avoir affaire au maximum d'informations. Bon. Ce qui prenait le contre-pied d'une autre conception beaucoup plus conservatrice des ordinateurs, qui était de dire, avec les ordinateurs, c'est merveilleux, on peut concentrer l'information, parce que les êtres humains font des erreurs, n'est-ce pas? Alors, si on peut concentrer l'information, on risque de faire moins d'erreurs. La question étant, bien sûr, qui va s'occuper de gérer cette information? Évidemment, pas le prolétariat. Bon, alors... Le développement des ordinateurs individuels, le développement d'Apple chez des gens comme Jobs, Wozniak dans les années 70 est né très largement sur le plan philosophique et politique des idées de Norbert Wiener qui était de dire il faut que l'information circule le plus possible. Le problème de la position de Wiener, et ce qu'il n'a pas vu, et pas très longtemps avant sa mort, il s'est dit « Oups, je me suis peut-être quand même un peu gouré », c'est que si l'information peut circuler comme ça si facilement, le pouvoir est capable aussi de l'utiliser à sa manière. Donc, tout ça pour petite parenthèse historique, pour dire qu'on vit dans une société de consommation où... disons une société postmoderne ou post-industrielle, puisqu'on parle de société virtuelle. Post-industrielle est peut-être moins connoté que postmoderne, où tout nous est donné en bloc sans besoin de hiérarchiser, sans loi. Or, comme écrit Philippe Breton, l'utopie de la communication conduit ainsi au refus de la loi, en prônant un monde qui pourrait se passer de juges, de droits, de normes, un monde où les partenaires n'auraient de cesse de se mettre d'accord entre eux, face à face, par le jeu d'une recherche de transparence qui ne fait intervenir aucun tiers. Le problème, c'est que dans un univers comme celui-là, le pouvoir est peut-être moins visible, mais il n'en est pas moins présent et donc au moins aussi dangereux. Bon, je le répète, depuis la chute du mur de Berlin, on a beaucoup naïvement annoncé la fin des idéologies. L'utopie de la communication se présente largement comme une non-idéologie, un monde où il n'y aurait pas de valeurs qui tiennent, où tout serait valable, où tout pourrait se penser, tout pourrait se dire. Sauf que quand toutes les valeurs se valent, les valeurs du plus fort sont toujours les meilleures. Et Breton, je le cite encore, disait « La communication est une valeur sans contenu, pragmatique, qui affirme la nécessité du lien social sans pour autant lui donner autre chose qu'une forme. » Ce que je veux dire, c'est que dans un monde où la virtualité est très présente, où on peut manipuler l'information d'autant plus facilement, où les frontières entre le réel et le virtuel, dans un monde où le brouillage est très grand, le pouvoir peut prendre une place d'autant plus importante. Et je rappelle que, bon, la guerre du Golfe de 90 qui suit immédiatement la chute du mur de Berlin est, de ce point de vue-là, tout à fait exemplaire. Hein. Vous vous souvenez qu'on a parlé de cette guerre comme de la première guerre vidéo, où, en fait, plus on nous informait, moins on en savait, plus les images se multipliaient, plus on avait l'impression d'être éloigné du réel. Le paradoxe de la communication aujourd'hui est intéressant pour ça, c'est qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent. Il y a beaucoup d'informations qui circulent et ça peut être très utile. Hein? Ce qui s'est passé il y a encore quelques jours en Tunisie, on a parlé d'une révolution Facebook, c'est-à-dire que l'information a pu circuler comme ça. Mais ça produit aussi, ou ça peut produire un morcellement social qui est assez important. Un symptôme d'ailleurs de ça, parce que, bon, je ne veux pas rentrer dans des discussions lourdes sur le sujet, mais un symptôme de ça, de ce morcellement social, et je dirais d'une sorte de repli narcissique aussi, apparaît dans cette formule qu'on entend très, très souvent, et là, que c'est pas dans la réalité, c'est dans la réalité, c'est pas dans le monde virtuel. C'est lors d'une discussion, il arrive tellement souvent que quelqu'un, tout d'un coup, dit « Ben là, j'ai droit à mon opinion. » Et moi, je vous suggère fortement, si vous entendez ça, de répondre très, très fort « Non, tu n'as pas droit à ton opinion. » Parce qu'à mon avis, ce genre de formule est la perversion absolument totale et parfaite de la démocratie, où le principe de la démocratie, au moins en théorie, c'est le droit pour tout le monde de participer à jeu égal au débat.
Et dire « j'ai droit à mon opinion », c'est justement se retirer du débat au nom de ces valeurs dont on veut surtout pas qu'elles soient remises en question. Et c'est comme si les gens avaient assimilé cette idée que leur opinion n'est valable que pour eux-mêmes, qu'elles n'ont aucune valeur en dehors d'eux-mêmes et qu'ils veulent surtout pas sortir d'eux-mêmes. En tout cas, ça participe d'une atomisation sociale et dont l'utopie de la communication a largement aidé à créer. J'ajoute évidemment que tout ça se situe dans un cadre aussi où il y a un déficit du politique dans les débats. Hein. Le politique le plus intéressant se passe souvent en marge de la cité, ce qui est d'une certaine façon assez catastrophique, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'épiloguer sur le fait que les structures politiques traditionnelles en Occident aujourd'hui ne fonctionnent plus très, très bien. Hein. Il n'y a plus grand monde qui est dupe du fait que l'image et la rhétorique creusent. La communication, justement, est fait pour charmer et compte plus que la pensée. Bon. Depuis Adorno, donc, qui avait quand même pris un peu d'avance sur son temps, difficulté à percevoir, en fait, où est le pouvoir, brouillage des frontières entre réel et irréel, entre virtualité et réalité. Et il me semble que tout ça se retrouve dans le parc de manière littéraire, avec une forme d'intelligence littéraire, c'est-à-dire sans didactisme, sans explication sociologique, mais ce sont les formes même produites par le monde des communications qui sont ici mise en scène. Je voudrais en quelques minutes, parce que bon, le temps file, Émile, en quelques minutes, essayer de montrer ce que le parc dit de ce point de vue-là. C'est un monde qui exprime le désordre et le chaos, mais un désordre et un chaos qui est à la fois narratif et énonciatif. Les chapitres sont chaotiques formellement, autant que le contenu. Il n'y a pas de point d'ancrage, on est dans la fragmentation, on est dans le désordre. D'une certaine façon, dans le parc, effectivement, le pouvoir est partout et nulle part par cette violence. On ne sait pas exactement d'où est-ce qu'elle vient. C'est une structure qui semble fonctionner à vide en elle-même, sans contrôle, sans qu'on voit en fait d'où elle vient, d'où elle va, qu'est-ce qui se trame. Encore une fois, il n'y a pas de hiérarchie clairement, d'organisation claire à l'intérieur du parc. Il y a une fausse transparence où tout semble couler de source. En même temps, rien n'est vraiment lisible. Et c'est dans ce contexte-là que la violence s'instaure, je dirais, de manière quasi normale. Ce que le parc offre, c'est une forme justement de réalité virtuelle. Il y a un morcellement social, un brouillage, on ne sait plus au juste ce qui se passe vraiment dans le parc. Et c'est tout le cadre qui est brouillé. Le cadre spatial est brouillé, on ne sait pas où sont les limites, en fait, de ce parc sur l'île, où finit la culture, où commence la nature, ou inversement. Il y a même des limites, je dirais, quantitatives. On nous dit qu'on ne sait pas exactement combien il y a d'attractions dans le parc parce que ça change tout le temps, on ne peut pas le situer. Brouillage aussi du cadre épistémologique. Bon, il y a une représentation de la violence, mais en même temps, on ne sait pas exactement quelle orientation est donnée à cette violence. S'il y a une orientation, justement, elle semble fonctionner seule. On ne sait pas comment tout ça s'organise au juste. Brouillage aussi du cadre temporel. Bon, tout ça semble situé hors temps. Il y a un brouillage aussi de la perspective narrative. On pourrait penser dans un premier temps que ce « nous » qui parle joue une fonction de régie pour parler genetien. Sauf que ce « nous » devient un « je » qui ne sait plus trop quoi dire, qui ne sait plus trop quoi penser du parc lui-même. Il le souligne d'ailleurs à la fin. À dire vrai, je ne sais pas quoi retenir de cette visite, tant les souvenirs se pressent dans ma tête. Ce n'est qu'un simple visiteur. Kalt a lancé le mouvement, mais il n'est pas là. Il a mis l'argent, mais on ne le voit pas. Licht, bien sûr, est central dans le roman, mais malgré son rôle central, il semble incapable d'organiser sa propre pensée, comme le montrent les fragments de son manuscrit. Et on ne sait jamais qui dit vrai, qui dit faux, où sont les vrais ou les faux figurants, qui parle, qui fait quoi. On ne sait jamais au juste qui joue un rôle. Et d'ailleurs, il y a des passages, bon, je ne veux pas citer trop, j'ai déjà cité pas mal. Il y a des passages où on nous dit que finalement, les administrateurs, ceux qui travaillent pour le parc,
leur lieu de travail sont aussi des attractions qui font partie du parc. Alors, en fait, le brouillage est tel qu'on en vient à se demander si toute cette histoire du parc est réelle ou si c'est pas une simple projection. On pourrait se demander si le parc, au fond, n'est pas, je sais pas moi, un monde virtuel ou un simple jeu vidéo sur une lecture de la violence. En fait, le parc apparaît, c'est la dernière citation que je donnerai du roman, comme une projection mentale. Je vous cite donc un dernier passage. Quoi que l'on pense de ce lieu, il creuse avec opiniâtreté son sillon dans notre paysage mental. Tout ce que nous tous, et non plus moi seul, pouvons dire à son sujet participe par avance de l'attirance qu'il exerce sur nous. Peu importe au fond la place que nous lui accordons dans nos vies, celles-ci sont déjà contenues en germe dans le parc lui-même comme un paramètre humain, une variable d'ajustement. Ce qui vient encore plus brouiller l'existence, la réalité du parc qui semble là, une sorte de projection mentale. Le parc est en nous. Le parc est notre enfant intérieur. Bon, alors, il y a... alors, voilà, puis je vais terminer en parlant... Bon, évidemment, le parc renvoie à la violence. Je voudrais justement terminer en parlant brièvement de la violence. Ce que je vais dire est peut-être un peu délicat, je sais pas. Je vais peut-être passer pour une espèce de censeur ou de moraliste, qui est sans doute la pire chose qu'on puisse dire à quelqu'un aujourd'hui. Moraliste n'a pas le sens de l'ironie ou démagogue. Je pense que c'est les trois principales critiques qu'on peut faire à un être humain aujourd'hui en Occident. Je me risque quand même. Un intellectuel qui ne prend pas de risque n'est pas un intellectuel, et ce n'est pas quand même un très grand risque que je vais dire. Dans ce livre, Le Parc, on est toujours pris dans le labyrinthe de la violence. Il y a une violence qui est confuse et je dirais qu'elle est rendue d'autant plus angoissante qu'elle est rarement montrée. Alors, j'ai donné quelques exemples d'attractions, mais en fait, on sait assez peu ce qui se passe dans le parc. Au fond, Bégou laisse entendre que la violence est partout possible. Ici, elle est partout narrativement, puisque le parc, c'est la totalité du monde narratif. Et que n'importe qui peut être fasciné par l'attrait peut-être quasi atavique des humains pour la violence. De ce point de vue-là, je dirais qu'il y a sans doute une critique de la violence dans ce livre. En tout cas, il y a sûrement une réflexion sur l'imaginaire de la violence dans les sociétés occidentales, certainement. Et ça reflète aussi, je pense, l'importance de la violence aujourd'hui dans l'imaginaire social et dans la culture. Et on peut se demander devant l'importance de la violence dans la culture contemporaine si la frontière est toujours très claire entre l'utilisation de la violence pour en faire une critique et ce qui relèverait d'une forme de complaisance à l'égard de la violence. En fait, où s'arrête la critique, où commence la complaisance à l'égard de la violence. Autrement dit, qu'en s'agit-il dans la culture aujourd'hui, littérature, cinéma, partout, quand s'agit-il de remettre en question, évidemment de toutes sortes de manières, métaphoriques ou non, ce cancer qu'est le pouvoir, parce que la violence est toujours pouvoir et vice-versa, et quand s'agit-il d'en faire, disons, une sorte de promotion? On vit à une époque où les intellectuels, avec raison, récusent les interprétations morales de l'art, où la censure est rejetée, et avec raison, je suis le premier à le dire, parce que la censure fait toujours le jeu du pouvoir. Mais il me semble que le rapport à la violence imaginaire, aujourd'hui, est un point aveugle intéressant. Dans bien des cas, on peut se poser la question, est-ce que la violence veut dire quelque chose ou n'est-ce qu'un effet dont on se sert pour le plaisir d'attirer les lecteurs ou spectateurs? J'ai l'impression que la question, on ne la pose pas souvent, on devrait peut-être la poser plus souvent. C'est facile, évidemment, de dire qu'il y a une distinction entre fiction et réalité. C'est facile de le dire pour les intellectuels. Mais d'une part, je ne suis pas certain que la distinction soit si facile à établir pour tout le monde, d'une part. Et d'autre part, dans la mesure où tout pousse à effacer aujourd'hui la frontière entre réel et fiction, je ne suis pas sûr que ça soit si simple que ça. Alors, je réfléchissais un petit peu à ces questions-là, que je vous lance comme ça sur la table. Je réfléchissais à ça pendant que je préparais ma conférence, quand j'ai pensé à retourner à un petit texte de Peter Sloterdijk, le philosophe allemand Peter Sloterdijk,
le texte d'une conférence, en fait, qui a fait pas mal de bruit en Allemagne, mais aussi en France quand c'était traduit, notamment à cause de problèmes de traduction, en fait, c'est une autre question. Un texte qui s'intitule « Règles pour le parc humain ». Alors, vous comprenez qu'avec le livre de Bégou, il me semblait que la question du parquage ici pouvait être intéressante. Je suis aussi allé voir du côté d'un autre de ses livres récents, en tout cas récemment traduit en français, « Colère et temps ». « Colère et temps », un titre qui est un peu une réponse à « Être et temps » d'Heidegger. Et je dirais qu'un des intérêts de Sloterdijk, c'est que très souvent, ces textes sont directement ou indirectement des attaques contre Heidegger. C'est toujours assez réjouissant. J'aime bien, entre autres, quand il explique à propos d'Heidegger, je cite Sloterdijk, donc il parle d'Heidegger, que dans son affect antivitaliste et antibiologiste, il se laisse entraîner à des propos passablement hystériques en bon philosophe pastoral. Je trouve ça assez réussi, moi, pour parler d'Heidegger. Bon. Alors, dans Colère et temps, il rappelle que la première phrase de la tradition européenne, le premier vers de l'Iliade, s'ouvre sur la colère. La colère d'Achille, de ce fils de Pélée, chante-le-nous, déesse. Et si colère et violence, évidemment, ont des liens, ils sont pas pour autant nécessairement synonymes. La colère est revendicatrice, elle est vengeresse parfois, elle s'oppose au consensus. La colère est aussi refus. La violence est souvent esthétisée. Dans Règles pour le parc humain, Sloterdijk fait certaines remarques qui vont un peu dans le sens de mon interrogation, mais dit des choses que j'aurais jamais osé dire ou que j'aurais jamais pensé à dire sur la violence. Je terminerai là-dessus en faisant un raccourci très rapide du texte de Sloterdijk qui ne fait qu'une 50aine de pages, mais qui est extrêmement dense et subtil. Et Sloterdijk écrit que si l'humanisme apparaît à la Renaissance, au fond, ce que l'humanisme représente, il n'a jamais été aussi clairement, facilement représenté que pendant l'Antiquité. Parce que pendant l'Antiquité, le penseur ou le philosophe pouvait s'opposer à la bestialité du divertissement populaire, hein, le jeu de cirque, les massacres, tout ça. Il pouvait s'y opposer facilement, c'était le mal. Et s'il allait au cirque, il pouvait se dire bon, je vois, mais moi, je ne suis pas comme eux. J'ai vu, je sais de quoi l'humanité est capable, et donc je sors du cirque et de cette bestialité, et je m'en suis instruit, et je peux maintenant le critiquer. Et là, Sloterdijk, c'est là qu'il dit quelque chose que je n'aurais pas osé dire, et il ajoute ailleurs qu'il va falloir attendre le genre massacre à la tronçonneuse pour que la culture moderne de masse retrouve le niveau de consommation de bestialité qui a été atteint dans l'Antiquité. Donc, quand le jeu de cirque et la culture populaire des 20 ou 30 dernières années, il y aurait un trou assez grand, et puis que faire dévorer des chrétiens par des loups et massacre à la tronçonneuse, finalement, ça serait assez semblable. Bon, c'est assez punché. Je suis pas sûr qu'il y ait un point de départ aussi simple, mais bon, qui connaît l'œuvre de Sloterdijk comprendra aisément qu'il ne s'agit pas simplement d'une critique de premier niveau de la culture de masse. Mais ça permet de poser cette question que je laisse ouverte, mais je la laisse ouverte, mais j'insiste pour dire qu'à mon avis, il faut la poser. Est-ce qu'on ne serait pas dans une situation semblable depuis Massacre à la tronçonneuse, mais avec des paramètres très différents des penseurs de l'Antiquité? C'est-à-dire, est-ce que l'humaniste, l'intellectuel postmoderne, serait pas en mesure de se situer par rapport à la culture populaire et à la violence populaire avec une distance et un certain paternalisme qui fait penser à celui aux penseurs de l'Antiquité? Est-ce qu'il ne serait pas dans une position un peu semblable à l'humanisme de la Renaissance, qui, je le rappelle, était très près du pouvoir et donc du savoir, parce qu'on ne se racontera pas d'histoire, pouvoir et savoir, ça va ensemble, où donc cet intellectuel postmoderne jugerait la violence comme la représentation esthétique de pulsion, de divertissement, n'ayant rien à voir avec le réel, et qui ne vaut pas la peine d'être jugé avec des perspectives morales, puisqu'on est à une époque où, bien sûr, des questions morales, on n'ose pas poser ça.
ou pour le dire autrement, est-ce qu'aujourd'hui, on peut vraiment tout lire avec un regard ironique? Et je vous dirais que j'aurais jamais pensé, moi, il y a encore peu de temps, dire ça. Mais j'en suis venu à dire que je commence à en avoir ma claque de l'ironie, que j'ai l'impression que c'est devenu la marque de commerce par excellence de la bourgeoisie intellectuelle la plus conservatrice. Et donc, cette question que je pose sur la violence aujourd'hui, je la laisse ouverte. Mais il me semble encore une fois qu'on n'ose pas poser cette question de la violence parce qu'on la voit uniquement d'un point de vue moral, comme une sorte de point aveugle, justement. Mais il me semble que, justement, Bégou, ce qui fait l'intérêt de son texte, c'est qu'à travers une fiction, il tourne autour et puis il pénètre ce point aveugle de la culture aujourd'hui. Et je vais arrêter là-dessus parce que j'ai déjà pas mal parlé. Puis en plus, je commence à avoir soif. Je commence à faire soif ici. Merci Jean-François, merci de ta générosité, merci aussi d'avoir... Non, mais merci de ta générosité, merci de t'être commis en osant poser la question de la moralité, en t'attaquant aussi comme ça à l'ironie. Hey! Ouais, je pense que en t'attaquant comme ça à l'ironie, en disant que bon, c'était une espèce de manière pour l'intellectuel bourgeois de se complaire, une espèce de vision aussi conservatrice, je crois qu'on a quand même matière à débat, donc est-ce que quelqu'un voudrait... vous pouvez me lapider si vous voulez. Hein. Je savais bien qu'il y aurait une question qui viendrait de là. Samuel Archibald, l'alcoolique mondain. Et professeur à l'UQAM accessoirement. Dans ces temps libres. Oui, tu m'as coupé l'herbe sous le pied en faisant référence à Sloterdijk. J'avais vraiment l'intention de te lancer ça comme une balle courbe dévastatrice. Là, je l'ai pu. Mais je vais la relancer quand même parce que, bon, tu parlais de règlement pour un parc humain. Ce qui avait choqué beaucoup dans ce texte-là, c'est l'idée qu'il lançait à un moment, entre autres, c'est l'idée qu'il lançait à un moment que vis-à-vis toutes les solutions qu'on avait envisagées face à la violence, solutions pour une majeure partie symbolique de la psychanalyse et consorts, à un moment, est-ce qu'on ne pouvait pas se demander, ne doit-on pas envisager les solutions chimiques? Et il y a un gros tollé qui venait de ces quelques lignes-là. Et je me demande, finalement, en t'entendant sur Bégou, en pensant à Ballard surtout, parce que bien sûr, il y a tout ce côté, je pensais toujours à la citation de Ballard, la psychopathie et son propre remède potentiel, donc qui balance dans Cocaine Nights, donc c'est Supercan dont tu parlais, peu importe. Donc si, finalement, cette dénonciation de la violence qu'on peut faire, avec laquelle je suis plutôt d'accord, en fait, nous mettait pas comme intellectuels critiques ou... personne essayant de l'être, devant cette espèce de gambit qu'a fait Sloterdijk en balançant ce truc énorme de dire, finalement, est-ce qu'on ne doit pas inverser la maxime des alcooliques anonymes, des gens que j'ai fréquentés en vain à quelques reprises. Donc, il n'y a pas de solution chimique à un problème spirituel, en se demandant, est-ce qu'il y a vraiment des solutions spirituelles à nos problèmes de violence qui sont éventuellement chimiques? T'es sûr que c'est une question? Non, pas vraiment. faut peut-être rappeler, je l'ai mentionné un peu tantôt, que le texte de Sloterdijk a posé une grande polémique pour deux raisons. Il a posé il a créé une grande polémique en France, notamment à cause de la mauvaise traduction d'un mot allemand où, en fait, dans la première version de la traduction, on a remplacé... Je connais pas l'allemand, mais le mot qui, en fait, dans le contexte du texte, voulait dire éducation, a été traduit par dressage. Et en Allemagne, on a extrait les passages sur ne devrions-nous pas revenir à des questions d'ordre chimique du contexte général qui remontait quand même jusqu'à l'Antiquité pour poser des questions au monde moderne. Alors, voilà pour le contexte. Mais comme il n'y avait pas vraiment de questions, je ne sais pas exactement à quoi répondre. La question, c'est que chez Ballard, comme chez Bégou, en fait, il y a toute cette idée de on va se soigner en cédant au truc.
finalement, est-ce qu'il n'y a pas une espèce d'une certaine façon d'amoralisme fondamental dans cette proposition-là, à laquelle on a une réponse morale, mais qui n'est pas contenue dans les textes comme tel? Ben oui. En fait, si j'ai posé, je l'ai posé un peu à mon corps défendant, la question de la morale, parce que pour moi, c'est pas une question vraiment morale. C'est-à-dire, effectivement, chez quelqu'un comme Ballard, je pense en particulier, parce que je l'ai relu il y a pas longtemps, Que notre règne vienne. Ce qui est justement fascinant, c'est qu'on la voit jamais, la frontière entre ce qui est de l'ordre, du bien, du mal, de la violence ou de la non-violence. C'est-à-dire, on ne sait plus les personnages, à un moment donné, on ne sait plus de quel côté ils sont de la barrière. Mais ce que je trouve intéressant, c'est justement le fait que dans un roman comme celui-là, se pose fondamentalement la question de la violence. Ça devient presque une question ontologique. C'est-à-dire que le personnage central, quand il commence à faire le jeu de la violence sous prétexte d'être contre la violence, est-ce qu'il se rend compte de ce qui se fait ou non? Qu'est-ce que c'est son rapport au réel? Et justement, c'est fait d'une façon littéraire, c'est-à-dire c'est pas fait d'une façon morale, c'est pas fait d'une façon didactique, mais se pose explicitement la question de la violence. Jusqu'où